Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand journal au sommaire de l'actualité. Les habitations sous haute tension, un danger pour ces populations, c'est le sujet que nous vous proposons ce soir dans notre rubrique du mardi, le carton rouge. À l'international, après plusieurs jours de rumeurs faisant état de sa destitution imminente, le président du Vietnam a démissionné aujourd'hui. Les détails de cette information dans cette édition. Merci de suivre l'information sur RTI2. Bonne nouvelle pour les élèves, mais aussi pour les parents d'élèves. La ministre Mariatou Koné a lancé ce mardi 17 janvier la plateforme numérique Mon école à la maison. Un outil par le biais duquel les élèves pourront poursuivre leur apprentissage scolaire. Cette plateforme se veut un instrument de dialogue entre les parents d'élèves et la communauté éducative. Les élèves du primaire et du secondaire auront accès à plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 2000 quiz, 150 travaux pratiques et 624 capsules pédagogiques pour apprendre davantage. Rendons-nous dans la commune d'Abobo, direction le grand marché où circuler aisément sur le bitume est quasi impossible. Vous le verrez, les populations ont occupé de façon anarchique toutes les voies, rendant la circulation des véhicules et des personnes très difficile. Malgré les sanctions régulières administrées par les autorités municipales, ces commerçants font la sourde oreille et demeurent à leur place. Une situation désagréable est décriée par les usagers qui souhaitent des mesures plus fermes et plus rigoureuses. Yacouba Koulibaly. Ici, au grand marché d'Abobo, difficile pour les véhicules de se frayer un chemin, toutes les voies obstruées par les commerçants. Une situation qui angoisse fortement ce conducteur de minicar, communément appelé Baka. Ça nous gêne beaucoup même. La route est gâtée et puis les femmes là nous fatiguent. Pour circuler, il y a un problème. Donc on est obligé de passer en bas dans l'embouteillage pour aller. On est obligé de faire grand tour pour aller. Comme lui, cet autre chauffeur qui fait le plein de son véhicule a du mal à retenir sa colère. Ces vendeuses ont pris en otage la chaussée. Sincèrement dit, route là, ça nous fatigue pas, les gens sont sur la route, on n'arrive pas à partir facilement. L'angoisse et la vie de ce chauffeur, partagée par un syndicat de transporteurs. Les dames nous empêchent de travailler puisque déjà les véhicules chargent. Donc elles vont barrer la route pour ne pas que les voitures passent. Quand c'est comme ça, ça nous crée des problèmes. Malgré ces nombreuses plaintes des chauffeurs, des syndicats de transporteurs et autres usagers, cette vendeuse de poissons fait la sourde oreille. Elle décide de mener son activité en plein milieu de la route. Selon elle, la place qu'elle occupe à l'intérieur du marché, un véritable souci. C'est chaud. Dedans du marché, là, c'est vilain. On ne peut pas rentrer. Et puis les gens d'ici, là, ils ont refusé de rentrer au marché. Donc nous, on paie la mairie chaque fin du mois. Donc on est obligé de charger aussi pour sortir au bord. Tu vois, tu payes par table à la fin du mois. Tu dois manger, tu dois payer le papier des enfants. Donc on est obligé de charger pour venir au soleil. Sinon moi-même, ça ne me plaît pas. Quand il y a les voitures, on fuit. Et puis après, on revient encore. Quand il y a la mairie aussi, quand ils nous chassent, on fuit, après on revient encore. Nombreux sont les vendeuses et vendeurs qui occupent de façon anarchique la chaussée pour espérer écouler leurs marchandises malgré le risque d'accident qui plane autour d'eux. Les autorités de la commune ne cessent de les sensibiliser afin de libérer la voie publique. Elles sont malheureusement confrontées à la résistance de ces commerçants qui, une fois déguerpis, occupent à nouveau trottoirs et chaussées du grand marché. Ce reportage a été commenté par Maïssa Kogei. Comme annoncé en titre, partons à présent pour le carton rouge. Elles sont nombreuses dans le district autonome d'Abidjan, ces familles qui ont élu domicile sous des poteaux électriques. Quelles sont leurs motivations? Ont-elles conscience des risques qu'elles encourent? Pour répondre à ces interrogations, nos reporters Anicette Colomb-Blessing, Adama Koné et Seydou Ouattara se sont rendus dans les communes d'Adjamé et de Port-Boué pour toucher véritablement du doigt ce problème qui agit sur la société, la sécurité humaine et l'environnement. Suivons le reportage. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, quartier Sodessi. C'est à côté de ce poteau électrique que vit Rosalie de l'Amour. Pour elle, la situation est intenable, mais elle n'a nulle part où râler. On a peur. Au fait qu'il a fait les maisons d'Abidjan, ça devient grave là. Souvent, même il pleut pas. Oh. Ça fait bruit même. Souvent, ça tremble fort même, ça fait bruit. Ben, on fait qu'on a supporté. Souvent, quand il pleut, on a les enfants pour qu'ils vont toucher. Toujours dans la commune d'Adjamé, un peu plus loin, au quartier Château, nous ne sommes pas autorisés à visiter ce quartier aux maisons de fortune installées sur des poteaux électriques.
Ici, Ramato dans la même situation que Rosalie de l'Amour. Élève en classe de 3e, elle souhaite quitter cet endroit si seulement elle en avait les moyens. Elle est bien consciente du danger qu'elle court en vivant ici. On est coincé. Ça nous fatigue. Puis les conditions, les vides, les maisons sont chères encore. Une maison rentrée couchée, on peut te dire 15 000. Bon, si tu es tombé sur la bonne personne, sinon on peut te dire 20 000. Les studios aussi pareil, les 60 000, les 70 000. On vit en bas des hautes tensions là, ça nous fatigue. Par exemple, moi comme ça, chaque fois mon corps chauffe. Sincèrement, Dieu souhaite que là, ils n'ont qu'à nous aider à arranger nos manières de vivre, surtout nous les élèves. Nous avons mené des recherches qui montrent que ces lignes et poteaux électriques émettent un champ magnétique et un champ électromagnétique. Malgré cela, Ahmed et Maël, toujours au quartier Adjamé Château, ne craignent point pour leur vie. Nous vivons ici depuis plusieurs années sous les hautes tensions. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Nous sommes habitués, nous n'avons pas peur. Quand il pleut seulement, Dieu fait grâce. Et quand il pleut, il n'y a rien. On dort tranquille, on fait tout tranquille. Dans la commune de Port-Boué, Aladji lui travaille sereinement dans ce kiosque sous ce poteau électrique. Ça fait 2 années, ici, il n'a jamais vu le bruit. Voilà, on travaille. Les amoureux aussi viennent pour nous regarder comment on fait notre travail. Ils n'ont jamais parlé que les hautes tensions nous fatiguent. Pareil, au quartier Casier, les populations cohabitent avec les câbles électriques. Une situation bien triste. Les raisons évoquées par toutes ces personnes qui vivent sous ces lignes électriques sont injustifiées. À croire qu'elles aiment flirter avec la mort, ou serait-ce l'inconscience, le manque d'information, la pauvreté ou le suicide volontaire qui les pousse à y vivre. Une chose est sûre, la rédaction de RTI2 ne saurait rester de marbre face à cette situation. Elle attribue donc un carton rouge aux autorités municipales des communes d'Adjamé et de Port-Boué. Et enfin, carton rouge à ces personnes qui ont élu domicile sous ces poteaux électriques haute tension au mépris de leur vie. Vivement que ces habitants prennent conscience du danger auquel ils sont confrontés. En santé, la paroisse Bonne Semence de la commune de Yopougon a initié récemment une journée de dépistage de maladies. Ouvert aux fidèles, mais aussi au grand public, cette activité a permis aux personnes présentes de dresser le bilan de l'état de leur santé. Joël Gosset. Dans quelques minutes, Jean-Claude Esso connaîtra son taux de glycémie, un examen qu'il n'a jamais fait. Mais avant, quelques examens s'imposent, la prise de sang, de poids et de la tension. Je suis presque à la limite d'avoir le diabète. 1,07. Alors qu'ils m'ont dit c'est 1,10. Donc c'est le mieux pour nous, pour tout un chacun de venir connaître son taux de glycémie. Parce que la maladie, le diabète, c'est une maladie silencieuse. Elle ne prévient pas. Donc à chaque fois, il faut faire son test pour que les médecins puissent t'orienter. Et puis bon. Plusieurs personnes ont profité de cette journée de dépistage gratuit, ouvert à tous pour s'informer sur leur état de santé. Je suis un peu avancée en âge. Et il est normal que je contrôle de temps en temps ma tension et ma glycémie. Oui, c'est pourquoi je suis là ce matin, pour vérifier. L'évaluation du taux de glycémie, la vérification du poids et la tension sont entre autres des examens qui permettent de dépister des maladies qui se développent parfois silencieusement. Mais détectées tôt, elles peuvent se soigner et sauver des vies. Quand on n'arrive pas à se contrôler jusqu'à un matin, tu tentes de contrôler, on te dit bon, tu as tel taux et tu ne sais pas. Hein, tu vas à l'hôpital, tu ne connais pas ton taux, tu ne connais pas ton statut. On peut te flanquer par une ordonnance que tu ne peux pas recevoir. Et puis bon aussi, ils vont te placer une perfusion qui n'est pas de ton statut.
Et aujourd'hui, ça peut amener, ça peut conduire à l'abattoir. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on sensibilise la population, on sensibilise aussi les personnes de premier, deuxième âge et troisième âge. On les amène aussi à faire le contrôle pour que nous soyons en bonne santé. À l'origine de cette journée, la paroisse La Bonne Sémence de Yopougon. Souvent, les gens pensent que ils se portent bien, ils marchent tranquilles. Or, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Quand bien même nous sommes des fervents chrétiens, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal au pied. Un mal de tête peut être fatal et puis ça peut être suite à un problème de tension et puis voilà, on ne sait pas. Alors il faudrait que chaque fois que nous avons le temps et les moyens, c'est pour ça qu'on a acquis ce matériel-là. Participer au mieux-être de leurs fidèles, mais aussi de toute la commune de Yopougon. La solidarité au cœur des actions de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Avec à sa tête l'épouse du général Apalou Touré, cette association a entamé le vendredi dernier dans la commune de Yopougon une série de dons en vivres et non-vivres à l'intention des grands malades de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Maïssa Kogei. C'est ici, dans la commune de Yopougon, au quartier Sable, que débute la journée de dons organisée par l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, AEGC. Hervé est le premier à recevoir la délégation. Comme Hervé, plusieurs gendarmes qui ne sont plus en service du fait de leurs conditions physiques ont été visités. Un véritable soulagement pour eux. Ce fut un plaisir pour moi de recevoir les épouses des gendarmes chez moi à la maison et par eux la visite de toute la gendarmerie tout entière. Donc vraiment, je tiens à leur dire merci. Cet acte de solidarité et d'entraide de l'AEGC à l'intention des gendarmes vise à soulager la peine de ces grands malades en ce début d'année 2023. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année, donc il était bon qu'on s'arrête un peu pour penser à nos maris qui sont malades. Donc avec notre maman, la présidente d'honneur, nous sommes venus apporter notre soutien, leur témoigner notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Par la grande famille de la gendarmerie, nous pensons à eux. Au total, 15 familles de gendarmes ont été visitées à l'occasion de cette journée de dons initiée par l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent dans la ville de Oumé, environ 250 km d'Abidjan. Les enseignants de cette localité ont été formés récemment à la rédaction administrative et au management de structures éducatives. Cet atelier s'est tenu au foyer polyvalent de la ville. Gervais Amani. Instituteurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'école ont été formés à la connaissance de la rédaction administrative et au management d'une structure éducative. L'idée de l'inspection de l'enseignement primaire d'Oumé, dans le centre-ouest du pays, est appuyée par un expert du ministère de l'Éducation nationale. Au cœur de la formation, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Pendant plus de 2 heures, le formateur a instruit les participants sur les techniques de prise de parole, de management, d'un service et l'élaboration des documents administratifs, à savoir les normes d'écriture, la particularité du style et les composantes essentielles en matière de rédaction des documents de correspondance. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Oumé, rappelons-le, a réalisé un bond de plus de 12% au résultat du CEPE pour la session 2022. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abobo, au quartier Sagbérane, à proximité de la gare de train. La présence d'un bac à poubelle gêne énormément responsables et élèves de cet établissement scolaire. Ils sont confrontés, disent-ils, à de nombreux cas de maladies liés à l'odeur que dégage cette grande poubelle, mais aussi à la présence de moustiques, mouches et autres insectes dans les salles de classe. Les responsables de l'école, le COGES et les parents d'élèves n'ont qu'un seul souhait, déplacer purement et simplement ce bac à ordures, source de tous les maux. Le reportage complet de Yacouba Koulibaly vous sera proposé demain. Une note de culture dans ce journal, retour sur cet événement majeur de la commune d'Abobo, le concept Abobo en fête. Plus qu'une foire, cette palette d'activités récréatives a été initiée par les responsables de la mairie. Et les habitants, premiers privilégiés de cette grande kermesse devenue une institution, se sont prononcés au micro de notre reporter Yacouba Koulibaly. Le reportage sera diffusé également demain. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Paula Koto Yao n'est plus.
L'ancien ministre ivoirien de l'Éducation nationale de 1971 à 1983 est décédé à Abidjan à l'âge de 84 ans. Né en 1938 dans la ville de Sakassou, au centre de la Côte d'Ivoire, Paul Akoto Yao fut pendant longtemps député de cette localité. Il a été par la suite président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Notons que Paul Akoto Yao est le premier Ivoirien agrégé de biologie. Il était aussi écrivain, vice-président de l'Assemblée nationale et membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Ce digne fils de la région du Béquet aura marqué la scène politique en Côte d'Ivoire. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Du sport à présent, le Mozambique a pris une sérieuse avance pour la qualification au quart de finale du championnat d'Afrique des Nations après avoir pris le meilleur sur la Libye ce mardi au stade Nelson Mandela. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rissot. Après le nul concédé lors de sa première sortie face à l'Éthiopie, le Mozambique avait à cœur de s'offrir une victoire pour lancer sa compétition. Une ambition qui se concrétise grâce à un succès contre la Libye au terme d'un match à rebondissement. Les Libyens prennent rapidement le jeu à leur compte et ouvrent le score après 23 minutes, un avantage qu'ils préservent jusqu'à la mi-temps. En seconde période, le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Condé, effectue 3 changements payants, d'autant plus que c'est l'un des entrants, Melke Alexandre, qui égalise. Un but qui sonne le réveil des Mambas qui vont chercher l'avantage dans la foulée grâce à Néné. Puis, c'est au tour de Loa King de permettre aux Mozambicains de mener 3-1 avant que Agnès Salto ne porte le score à 3-2. Avec ce succès, le Mozambique se relance dans la poule A. De son côté, la Libye concède sa deuxième défaite d'affilée et quitte la compétition avant même son dernier match contre l'Éthiopie. À l'international, alors que l'armée somalienne annonçait hier seulement avoir repris Hararder, ville portuaire située au nord de la capitale, à la grande joie du gouvernement, l'on apprend aujourd'hui que les islamistes Shebab ont lancé une attaque meurtrière contre une base militaire au nord de la capitale somalienne, juste après que le gouvernement ait annoncé avoir remporté contre eux une victoire historique en leur reprenant une ville côtière stratégique. Suite à cette attaque, le président a annoncé que de nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés en Érythrée seraient déployés prochainement dans le cadre des opérations anti-Shebab. Après plusieurs jours de rumeurs faisant état de sa destitution imminente, le président du Vietnam a démissionné aujourd'hui. L'annonce a été faite via les médias d'État. Une annonce qui intervient après le limogeage récent par l'Assemblée nationale de 2 vice-premiers ministres dans le cadre d'une campagne anti-corruption. Signalons qu'après sa démission aujourd'hui, le président du Vietnam a également pris sa retraite. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h30.